Sud Midi. Bonjour, 12h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM Sen Radio. Merci de choisir Sud FM pour vous informer à la une de l'actualité de ce 12h deuil national. Ce jeudi, les drapeaux en berne en hommage aux victimes des récentes violences. Plus d'une dizaine de morts enregistrés, 3 rien qu'à Bignona. La ville a inhumé ses enfants, mais la tristesse demeure. Après les prières, les discours et les promesses, le chef de l'État doit poser des actes concrets, accélérer le processus d'indemnisation, dissoudre le gouvernement qui a échoué dans la gestion de cette crise. Professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngouda Mboup fait des propositions, vous l'entendrez dans cette édition. Fin ce 19 mars de l'état de catastrophe sanitaire à Dakar et à Thiès, les restrictions levées alors que la pandémie du Covid-19 progresse toujours. 6 décès supplémentaires, 176 nouvelles contaminations et un relâchement généralisé dans le respect des gestes barrières. Un reportage de Ismaël Marcel Colli à suivre dans cette édition. Ce 11 mars, journée mondiale du rein et des maladies virales qui sont considérées comme un problème de santé publique au Sénégal. On en parle largement également dans ce 12h avec notre invité. Il s'agit de Farika, président du CNDT. Il sera donc l'invité de ce 12h, le Conseil national du don et de transplantation qui revient sur la procédure. Il sera l'invité de ce 12h, la page sport avec El Hadj Malick Ndiaye, la revue de presse avec Rapsey Limanouane pour compléter Sud Midi mise en onde par Assane Diouf. Bienvenue à tous. Les drapeaux en berne sur l'étendue du territoire national ce jeudi, journée de deuil national décrétée par le chef de l'État en hommage aux victimes des récentes violences. Plus d'une dizaine de morts enregistrés. Bignona qui a enregistré 3 victimes est toujours dans le deuil. Les 3 jeunes ont déjà été inhumés, mais la tristesse et la désolation continuent d'envelopper la ville, nous dit Ben Michel Confoudi. Avec un bilan officiel de 3 morts, le département de Bignona est celui qui a payé le plus lourd tribut dans la tempête qui a suivi l'arrestation du leader du PASTEF Ousmane Sonko. Cheikh Ibrahima Koli, âgé de 20 ans, et Bounama Silla Sagna, 12 ans, tous deux enterrés au cimetière musulman de Manguiline dans la commune de Bignona, et Famara Goudiaby, 20 ans, enterré à Bilaye dans l'arrondissement de Kataba 1, sont les 3 victimes de cet orage politique et social créé par l'affaire Sonko Adji Sarr. Si Cheikh Ibrahima Koli et Bounama Goudiaby sont reconnus comme des militants engagés du parti PASTEF les Patriotes, l'adolescent Bounama Silla Sagna est lui une victime collatérale des mouvements de foule. Ces 3 pertes en vies humaines des jeunes partis à la fleur de l'âge ont plongé leur famille dans une profonde douleur, un deuil qu'elle partage avec tout le département de Bignona. Ben Michel Confoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Confoudi, journée de deuil national décrétée par le chef de l'État. Ce vendredi, également déclaré jour de deuil, une initiative du mouvement pour la défense de la démocratie M2D. Journée de recueillement et d'hommage, le M2D qui maintient la mobilisation pour la libération de tous les détenus en lien avec l'affaire Ousmane Sonko. Après le discours et les promesses, le chef de l'État doit à présent poser des actes concrets, réintroduire le poste de Premier ministre, dissoudre ce gouvernement qui a échoué dans la gestion de cette crise et surtout accélérer le processus d'indemnisation et donner de nouvelles orientations par rapport à certains programmes. Le professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngouda Mboup fait ses propositions au micro de El Hadj Malick Ndiaye. Maintenant, il reste des actes pour les matérialiser. Et à cet effet, je pense que le président de la République devrait quand même donc prendre des actes de haute portée. Il en est ainsi de la révision de la Constitution, notamment du préambule de la Constitution, pour y inscrire la Charte africaine de la jeunesse, qui est l'un des textes les plus aboutis en Afrique et dans le monde, et que donc qui est un texte qui a été ratifié par le Sénégal depuis 2006. Je voudrais aussi rappeler que le président de la République, nous avons tout le temps alerté en lui disant clairement qu'il ne fallait pas supprimer le poste de Premier ministre parce qu'il s'exposait. Aujourd'hui, le président de la République doit réintroduire le poste de Premier ministre. Le président de la République doit dissoudre le gouvernement, à mon avis, parce que l'échec du gouvernement a été patent dans la gestion de cette crise. Les questions étaient transversales. Si nous les voyons, nous savons tous que les questions étaient transversales, ça engage beaucoup de ministères. Comme il n'y a pas de Premier ministre, il me semble qu'il faudrait aller vers un nouvel attelage gouvernemental qui permettrait de prendre en compte donc cette demande forte
L'autre chose est que le président de la République devrait accélérer les procédures d'indemnisation à l'égard, n'est-ce pas, des victimes et de leurs parents, mais à l'égard aussi des personnes qui y ont perdu, n'est-ce pas, beaucoup d'argent, ou bien qui ont perdu, n'est-ce pas, leur commerce, ou bien qui ont perdu leur emploi par rapport à cette situation. Mais le président de la République aussi devrait donner de nouvelles orientations par rapport à certains de ces programmes. Je pense à la DER, par exemple. Nous avions toujours dit au président de la République que la DER, donc voilà, n'était pas très pertinente parce que l'entrepreneuriat ne peut pas être rapide. L'entrepreneuriat doit être productif. Le président de la République pourrait même créer un ministère chargé du développement productif. Je rappelle que le président de la République a créé un ministère chargé, n'est-ce pas, de l'intensification de la main-d'œuvre et de la restructuration quand même, donc du secteur informel. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait rectifier le tir et aussi revoir, n'est-ce pas, sa copie par rapport à un tel ministère. C'était pertinent dans la démarche, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu de réalisation en ce sens. Mais l'autre chose aussi, je pense que le président de la République devrait aussi, pour moi, venir en aide aux forces de l'ordre qui ont montré quand même leur dure réalité, qui ont montré que quand même, à un certain moment, à un certain niveau quand même, ils mériteraient, n'est-ce pas, d'être, n'est-ce pas, d'avoir des améliorations par rapport à leurs conditions, etc. Mohamed Ngoude Mboup, professeur en droit constitutionnel, interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Parlons de la pandémie du coronavirus qui poursuit sa progression. 6 décès supplémentaires, 176 nouvelles contaminations enregistrées ces dernières 24 heures. 109 sont issus de la transmission communautaire, dont 59 à Dakar, 12 à Thiès, 6 à Mbour. 40 cas graves pris en charge. Le Sénégal enregistre plus de 68 000 personnes déjà vaccinées dans le cadre de la campagne. Le docteur Mamadou Ndiaye fait le point quotidien. Sur 1948 tests réalisés, 176 sont revenus positifs. Nous avons eu 67 cas contacts et 109 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous avons eu 59 cas. Dans les régions, nous avons un total de 50 cas, dont 12 à Thiès, 6 à Mbour, 5 à Tamba, 4 à Ziguinchor, 3 à Kédougou et Angaparou, 2 à Dara, Kolda, Tivaouane et Touba, 1 à Diankhemaha, Diourbel, Kaolack, Khombol, Louga, Ngekokh, Somone, Popenguine et Pout. 208 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce mercredi 10 mars 2021. À ce jour, 36 371 cas ont été déclarés positifs, dont 31 675 guéris, 941 décédés et donc 3 754 patients sous traitement. Depuis le début de la vaccination contre la COVID-19, un total de 68 205 personnes ont été vaccinées sur l'étendue du territoire national. Le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye qui faisait le point quotidien. Le Sénégal recense depuis le début de cette pandémie 36 371 cas, dont 941 décès. C'est dans ce contexte que le président Macky Sall annonce la fin de l'état de catastrophe sanitaire le 19 mars prochain à minuit à Dakar et Thiès. La mesure assortie d'un couvre-feu devait permettre d'endiguer la pandémie. Elle a été décrétée le 22 janvier dernier dans les 2 régions considérées comme l'épicentre de la pandémie. Les restrictions seront suspendues, les gestes barrières de plus en plus abandonnés. Constat avec Ismaël Marcel Colli dans les lieux publics. Le masque n'est plus de rigueur. Reportage. Dans les rues de Sacré-Cœur 3, pyrotechnique, et dans certains lieux de travail de la même localité, seule une personne sur 10 porte correctement un masque. C'est le constat fait ce matin le long des 2 voies et le long de la rue qui mène au collège Sacré-Cœur et dans certains services. Cet homme, conscient de la gravité de la pandémie, continue de porter correctement son masque. Il revient sur les raisons qui lui ont poussé à porter le masque. Je pense que la maladie est toujours là, vu le contexte et la situation. J'ai un proche qui d'ailleurs, il a eu le Covid la semaine passée, donc c'est ce qui me pousse
à porter le masque, à me protéger. Vu que la situation n'est pas encore réglée, donc je continue à porter le masque pour me protéger et pour protéger mes proches. À quelques jets de là, un autre embouche la même trompette. Le Covid est toujours parmi nous. Il faut se protéger. Effectivement, je suis un citoyen sénégalais comme tout le monde. Et je crois que la maladie est toujours là. Nous devons nous méfier et faire toujours attention. Donc je continue à porter mon masque en sortant de chez moi, comme toujours, quoi. Malgré les nombreux cas de décès dus au Covid-19, la plupart des habitants de Sacré-Cœur 3 Pyrotechnique continuent de fouler aux pieds les gestes barrières édictés par nos autorités. Ismaël Marcel Colly, célébration aujourd'hui de la journée mondiale du rein et des maladies rénales, considérée comme un grand problème de santé publique au Sénégal avec une prévalence de 4,9%. Plus de 650 000 Sénégalais souffrent d'une maladie rénale chronique. Plus de la moitié l'ignorent à l'hôpital Aristide Le Dantec. On dénombre au moins 1000 nouveaux cas chaque année. Les précisions avec Marie-Rosalie Ndiaye. Considéré comme un gros problème de santé publique, les maladies rénales touchent environ 10% de la population mondiale. Au Sénégal, chaque année, 1000 nouveaux cas sont détectés au service néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Malheureusement, plus de la moitié des malades arrivent à un stade très avancé, explique le docteur Moustapha Faye, un néphrologue. Quand nous prenons le service de néphrologie de l'hôpital Aristide Le Dantec à lui seul, il peut recevoir 1000 nouveaux cas en consultation externe, donc ce qui est quand même énorme pour un seul service. Donc, quand on parle quand même de la prévalence, il y a des études qui ont été faites dans des études populationnelles régionales, notamment l'étude de Saint-Louis, qui avait quand même noté 4,9% de prévalence. Donc, quand on le rapporte à la population sénégalaise, on est un peu proche des 650 000 Sénégalais qui ont une maladie rénale chronique et dont certains ne le savent pas. Sur les 1000 patients inscrits à la dialyse à Le Dantec, plus de 60% décèdent avant même d'y accéder. Nous avons étudié la liste d'attente du centre de dialyse en Le Dantec. Donc sur environ 1000 patients qui sont inscrits sur la liste de dialyse, presque les 60% décèdent avant d'accéder à la dialyse publique. Donc ce qui constitue une létalité assez élevée, un volume très élevé. Donc quand même des efforts ont été faits, mais je pense qu'il faudra encore renforcer ces efforts, notamment dans le cadre de la prévention. Il estime que la meilleure manière de prévenir cette maladie reste le dépistage précoce. Il est extrêmement important de dépister précocement et de prendre en charge précocement l'hypertension artérielle et le diabète, qui sont les deux principales causes de la maladie rénale. Donc le diabète et l'hypertension artérielle, il faudra toujours les dépister précocement, les suivre régulièrement et les prendre en charge de façon optimale. Toutefois, avec seulement 30 néphrologues pour 16 millions d'habitants dans tout le Sénégal, les ressources humaines doivent être renforcées, plaide le docteur Moustapha Faye. Marie-Rosalie Ndiaye, la transplantation devrait démarrer cette année 2021. Une audience est prévue avec le chef de l'État au mois d'août pour discuter des modalités. C'est ce que nous dit le président du Conseil national du don et de la transplantation, le professeur Farika, joint par Mame Diarra Da Silva. L'intérêt d'un organe, non seulement il faut soulager les populations, c'est vrai, les dialysés qui souffrent beaucoup parce que voilà, c'est déjà l'activité de la dialyse, même s'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais c'est quand même un don c'est un donneur vivant. Donc il faut s'entourer du maximum de sécurité et de garanties. C'est pourquoi dans le référentiel, il y a quand même beaucoup d'exigences en termes de ressources humaines. Il ne suffit pas de dire que j'ai des ressources humaines qualifiées, il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire que j'ai des blocs, j'ai ceci, cela, c'est vrai, il faut donner mais les gens vont aller voir, parce que le risque zéro, on ne peut pas dire, mais vraiment c'est comme la transplantation avec donneur vivant, c'est comme, il faut qu'on soit proche du risque zéro ou qu'on soit à risque zéro. Donc c'est extrêmement important et je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau. Nous avons une audience avec son excellence, Monsieur le Président de la République. Et vraiment, la volonté des autorités, c'était de démarrer la transplantation au courant 2021. Et donc nous espérons que toutes les mesures vont être prises pour que cela puisse se faire dans le plus grand bonheur de tous nos malades. Le professeur Farika qui sera tout à l'heure notre invité. Parlons des préparatifs de la prochaine campagne agricole. Comme l'année dernière, le chef de l'État mobilise 60 milliards de francs CFA.
Le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural approuve et relève une anticipation de près de 2 mois. Cela augure d'une bonne préparation. L'objectif fixé est la production de 4 millions de tonnes de céréales. Professeur Moussa Baldé avec Hapsé Ilmanouane. Le président de la République a validé notre programme agricole et le budget aussi qui va avec, c'est-à-dire 60 milliards de francs CFA, comme la campagne de l'année dernière. Il faut dire que le président aussi s'est félicité du bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Nous sommes à mi-parcours là. Après 3 mois de campagne, à peu près 565 000 tonnes de graines ont été certifiées, collectées, ce qui correspond à une masse de 170 milliards injectés dans le monde rural. Sans compter les effets induits, comme le décortiquage des graines. On a vu qu'il y a 116 centres de réception de graines par les exportateurs. Donc on fera le point sur ça à la fin de la campagne. Cette campagne est l'une des plus enrichissantes que le pays n'a jamais eu, parce que le prix moyen aux producteurs est à 300 francs. Cette année, on a eu notre budget le 11 mars aujourd'hui. Je rappelle que l'année dernière, cette opération a été faite au Conseil des ministres du 6 mai. Donc nous avons 2 mois d'avance pour préparer notre campagne agricole à venir. C'est pour cela que nous pensons que cette année, nous allons encore optimiser la mise en place des intrants, la faire plus tôt, et c'est ce qui nous permettra d'avoir probablement une meilleure campagne agricole. Maintenant, l'objectif de cette année, ce sera d'arriver à 4 millions de tonnes. On a eu une production arachidière qui tourne autour de 1 800 000 tonnes. Les productions industrielles de façon générale sont autour de 1 800 000. Cette année, on voudrait au moins obtenir 2 millions de tonnes pour la production industrielle, c'est-à-dire arachide, coton et sésame. Pour ce qu'on appelle les cultures de diversification, nous sommes à une production d'environ 3 300 000. Cette année, nous voudrions atteindre 3 millions au moins 800 000. Comment, avec le même budget, on compte augmenter la production? Évidemment, il faut voir déjà comment faire en sorte qu'il y ait encore une meilleure distribution des intrants, trouver une meilleure qualité d'intrants. Les innovations, ce sera quoi? On va encore augmenter le quota de l'engrais. L'année dernière, sur les 60 milliards, 21 milliards ont été utilisés pour acheter de l'engrais. Cette année, nous allons passer à 26 milliards, presque 27 milliards. Ça nous permettra d'augmenter au moins de 20 000 tonnes l'engrais, parce que c'est l'engrais qui augmente les rendements et c'est ce qui augmente la production. Il y aura aussi 2 autres innovations. Nous allons mettre à la disposition des producteurs de l'engrais organique, parce que vous savez, avec l'engrais chimique, ça lessive nos sols sont de plus en plus détériorés. Il faut qu'on inverse la tendance. Nous allons aussi, pour ce qui concerne l'arachide, qui est très demandé dans le monde, en particulier en Chine, nous allons mettre de l'aflacève pour essayer de contenir l'aflatoxine et rendre notre arachide encore plus compétitive au niveau mondial. Vous venez de suivre les précisions du professeur Moussa Baldé, ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. La mise à disposition à temps des intrants, la fourniture en équipement à suffisance, principale recommandation du CNCR pour un déroulement correct de la prochaine campagne agricole. Le chargé de communication Sidi Bass en explique au micro de Hapsé Ilmanouane. L'année dernière, ils ont mis 60 milliards. Cette année, ils l'ont mis et nous pensons que nous n'allons pas cracher là-dessus, malgré qu'on souhaiterait que l'enveloppe soit beaucoup plus consistante pour que les maires puissent faire de grands résultats au niveau du monde rural. Maintenant, nous pensons aussi, comme ils ont eu à le faire, il est bon qu'ils mettent à temps à la disposition des organisations de producteurs et au niveau des commissions de vente des intrants, les semences à temps, les engrais organiques, chimiques comme bio à temps, parce qu'il y en a parmi nous qui sont versés dans cette dynamique de produire sans les engrais minéraux. Donc là aussi, il est bon que les opérateurs soient rigoureusement sélectionnés et qu'ils mettent à temps ces intrants-là qui peuvent concourir à la réussite d'une bonne campagne agricole. Et comme ils ont eu à le faire l'année dernière, que c'est ce qu'ils doivent mettre à la disposition des organisations de producteurs et des points de collecte des semences, que ce soit des semences de qualité, et sanctionner les défaillants, ceux qui n'en ont pas. Et je pense que là aussi, le Maire a une expérience avérée là-dessus. Et cela sera le cas comme cela a été par le passé. Et nous pensons aussi qu'il est bon que le soutien à l'équipement du monde rural, en petit équipement, en matériel et en matériel de traction, tel que certaines unités telles que des tracteurs soient mises à temps et à un prix abordable au niveau des coopératives ou bien au niveau de certains producteurs qui en demandent, et tout compte fait, nous pensons que
ils l'ont fait l'année dernière, s'ils évaluent ce qu'ils ont fait de bon l'année dernière, maintenir le cap et voir aussi là où il y a des failles, faire un bilan critique de ces failles pour améliorer ce qu'ils ont fait et faire plus et mieux qu'en 2020, en 2019-2020. Sud International. Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire en deuil depuis hier. Elle pleure son premier ministre, Ahmed Bakayoko, décédé en Allemagne. Tous les leaders politiques ivoiriens saluent la mémoire de l'illustre disparu. Ils sont unanimes. Ahmed Bakayoko a été un véritable pont entre le pouvoir et les autres couches socio-politiques, favorisant ainsi des élections inclusives. Abidjan, la correspondance de Justin Assalé. Drapeau Zamberne, consternation dans tout le pays. La Côte d'Ivoire pleure depuis hier son Premier ministre. Ahmed Bakayoko est décédé à Fribourg en Allemagne des suites d'un cancer. Depuis l'annonce de son décès, des messages d'hommage et de condoléances affluent des leaders politiques ivoiriens. Le président Alassane Ouattara dit rendre hommage à son fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à son affection, saluant sa loyauté et son abnégation au travail. Saluant à son tour la mémoire de l'illustre disparu, Pascal Affinguessan, le président du Front populaire ivoirien, fait savoir qu'Ahmed Bakayoko était un précieux intermédiaire entre le régime et les autres couches sociopolitiques, vu les efforts qu'il a fournis ces derniers mois pour le rapprochement, la décrispation de la vie politique nationale et la paix en Côte d'Ivoire. Georges Armaouigné, le président d'Ensemble pour la démocratie et la solidarité, proche de Laurent Gbagbo, ne dira pas le contraire. Je suis bouleversé par ce décès du Premier ministre, dira-t-il, avant d'affirmer qu'il a conduit le dialogue politique qui a permis des élections inclusives. Quant à Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, il rend hommage à un frère et dit s'incliner devant la douleur du Ouorodougou qui, avec cette disparition, perd l'un de ses cadres les plus éminents. Il dit s'incliner devant l'image d'un homme généreux, ouvert et proche de ses concitoyens. Dans son message de condoléances à la Côte d'Ivoire, le président burkinabé Roch Kaboré avance qu'avec ce décès du Premier ministre ivoirien, le Burkina perd un ami, un frère attaché à la vitalité des relations avec la Côte d'Ivoire. Justin Assalé, Abidjan, pour Sud FM. Suite l'actualité sportive. Elhadj Malick, bonjour. Bonjour. Adja Issa, une actualité sportive que nous ouvrons par le football avec cette assemblée générale élective à la Confédération africaine de football prévue demain à Rabat. Je rappelle que Motsepe a été élu par acclamation. Il sera confirmé demain. M. Augustin Senghor, premier vice-président. Ahmed Yaya, deuxième vice-président. Au-delà de ces choix, il y a également d'autres enjeux, nous dit Abdoulaye Thiam. Il est l'envoyé spécial du groupe Sud Communication. On l'écoute. La réalité, c'est qu'il y a deux élections qu'il faut se dérouler demain à partir de 9h au niveau de l'hôtel Sofitel de Rabat qui grouille du monde. Les couloirs se font, les gens essaient de faire retirer les candidatures vis-à-vis de l'autre et d'autres coalitions, voire même des coalitions contre nature que l'on voit de plus en plus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que fondamentalement, il y a d'abord le conseil de la FIFA, comme vous le savez très bien, il y a en dehors du président de la Confédération africaine de football qui est membre d'office, donc vice-président de la FIFA, l'Afrique a droit aussi à environ 5 voire 6 membres au niveau de ce conseil. Donc retenez qu'au niveau d'abord le premier groupe, c'est le groupe arabe, portugais et espagnol, c'est-à-dire arabophone, lusophone et hispanophone. À ce niveau-là, il y a quand même environ 4 candidats, un égyptien, un équato-guinéen, un algérien et un marocain, notamment Fouzi Lerja. Et aujourd'hui, je pense que les tendances qui sortent aujourd'hui des différents couloirs, c'est Fouzi Lerja et Ani Rida de l'Égypte. Donc le marocain et l'égyptien devraient effectivement tirer leur épingle du jeu pour entrer dans le COMEX, dans le conseil de la FIFA. Au niveau de la zone anglophone, c'est beaucoup plus serré parce que nous avons quand même notre voisin le plus proche qui avait soutenu Augustin Senghor. Il s'agit de Lamine Badjo de la Gambie, mais il y a en Kenya, il y a en Malawi, il y a en Tanzanie, il y a aussi Pinnick que tout le monde connaît aujourd'hui qui a été vice-président de la Confédération africaine de football avant de tomber en disgrâce et aujourd'hui l'un des soutiens de Patrice Motsepe Pinnick, donc le Nigérian. Et pour terminer, il y a un Zambien, Andréou.
C'est donc Abdoulaye Thiam qui nous faisait le point sur les enjeux de cette élection, Assemblée générale élective prévue demain à Rabat. Je rappelle que Motsepe sera élu par acclamation, avec Augustin Senghor, premier vice-président de la CAF, Ahmed Yahya, deuxième vice-président de la Confédération africaine de football. Et puis toujours en football, après l'annulation de la CAN U17 qui était prévue au Maroc, la réaction du coach Malik Daf, joint depuis Rabat, il revient sur cette annulation, mais également la déception. Oui, c'est vrai, c'est une grande déception quand même. Mais je pense qu'après tout, quand même, il faut se remettre au bon Dieu. Je pense que, parce que l'homme propose, mais Dieu dispose. C'est pas la fin du monde. On aurait préféré jouer cette CAN parce qu'on avait vraiment envie de gagner cette CAN, au moins pour le peuple sénégalais. Parce qu'il y avait on était très bien préparés pour ça, quoi. Je pense que durant tout le tournoi qu'on a joué, le tournoi de l'IFOA, les joueurs l'ont prouvé, ils l'ont montré de la plus belle des manières, même les matchs amicaux que nous avons joués. Mais malheureusement, d'un coup, ça arrive brutal. Ça fait un peu mal, mais quand même, c'est pas la fin du monde. Moi, en tout cas, hier, j'ai vraiment parlé pendant 1 heure avec les gosses. J'ai discuté avec eux, j'ai échangé avec eux, je les ai motivés. Je les ai demandé de ne pas trop en vouloir, de rester concentrés parce qu'ils ont encore l'avenir devant eux. Parce que c'est pas en ratant cette CAN que tout va se gâcher d'un jour au lendemain. Pour moi, encore, il y a d'autres compétitions beaucoup plus importantes qui sont devant eux. C'est une génération dorée, il faut bien la protéger, il faut continuer le travail. Parce que moi, je pense que cette génération peut nous valoir beaucoup de satisfaction dans le futur. C'est ça le plus important. Moi, je pense que depuis que je prenais les U17, c'est le même discours qui revient. En regardant les Pape Matar Sarr, les Aliou Baldé et les autres, c'est la continuité. Donc avec ces jeunes aussi, ce sera une continuité. Parce que je pense que si nous avons la chance d'avoir 2 très bonnes générations, il faut bien les protéger. Mais je pense que c'est le mot qu'il faut, quoi. Et puis lui, il ne cesse de mettre les moyens, de nous mettre dans des conditions optimales de performance, de travailler. Et ça, c'est bien pour nous. Parce que nous, avant, peut-être, on n'avait pas les centres Guéréo et Touab Diallo. Maintenant qu'on y est 4 mois, 5 mois, c'est pas donné à n'importe qui quand même. On a le temps de tout parfaire, de travailler bien. Et voilà, les fruits sont là. Maintenant, comme on dit, il faut avoir beaucoup d'humilité. Et c'est le début d'un processus. Il faut continuer ce processus à la fin pour être au diapason. Nous parlons de football avec les 8e de finale aller de la Coupe de l'UEFA avec les rencontres aujourd'hui. United contre Milan AC et puis Ajax d'Amsterdam contre Young Boys de Berne, Slavia Prague, Glasgow Rangers, Dynamo Kiev, Villarreal, Tottenham contre Dynamo Zagreb, Olympiakos Arsenal, Rome, AS Rome contre Shakhtar Donetsk et Grenada contre Molde. C'est tout à Daïsé pour cette page des sports. Merci beaucoup Elash Malinger. Sud Midi, l'invité. Notre invité, professeur Farika, le professeur Farika qui revient sur la transplantation rénale qui devrait démarrer cette année au Sénégal. Une rencontre est prévue avec le chef de l'État pour discuter des modalités. Le professeur Farika est le président du Conseil national du don et de la transplantation. Il répond à Mamdiara da Silva. Alors nous sommes avec le professeur Farika, c'est le président du Conseil national du don et de la transplantation. Professeur, depuis la création du Conseil, quelles sont les procédures qui ont été mises en place pour permettre aux hôpitaux publics de commencer la pratique? Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à la transplantation d'organes et la greffe de tissus au Sénégal. Mais je voudrais, à l'entame de mes propos, m'associer au nom de l'ensemble des membres du CNDT et du Conseil scientifique au concert des prières formulées par des segments différents de la population sénégalaise pour une paix durable au Sénégal. Parce que c'est quand même dans une paix durable qu'on peut faire beaucoup de choses, en particulier la transplantation. Et également formuler des prières pour l'ensemble des victimes. Ceci étant dit, la loi sur la transplantation a été votée en 2015. Et le décret d'application a été mis en place en 2019, en juin 2019. Et depuis, le CNDT a travaillé parce que j'avoue que en matière de transplantation, il n'y avait rien sur le plan réglementaire et législatif, donc il fallait tout mettre en place. Et le rôle du CNDT étant de réguler, d'accréditer, d'évaluer les hôpitaux, les établissements publics de santé qui souhaitent faire la transplantation rénale. La première chose, c'était de mettre en place un référentiel. Donc, un référentiel pour l'évaluation des hôpitaux. Donc, ce référentiel pour l'évaluation des hôpitaux a été fait. Il est sorti le 11 avril 2020 par arrêté du ministère de la Santé. Et donc, depuis avril 2020, l'arrêté qui organise la transplantation rénale au Sénégal est disponible. Et cet arrêté, nous l'avons partagé avec l'ensemble des directeurs des hôpitaux du Sénégal en octobre 2020.
au cours d'une réunion de coordination organisée par le ministère de la Santé et nous sommes quand même passés par le directeur des établissements publics de santé naturellement. Et récemment, en début janvier 2021, nous avons adressé une lettre de rappel au directeur des établissements publics de santé avec ampliation à tous les directeurs des hôpitaux pour leur dire que le CNDT, en ce qui concerne la transplantation rénale, vraiment est prêt à évaluer tout hôpital qui le souhaiterait, qui déposerait un dossier d'accréditation. Donc pour le rein, vraiment, c'est prêt, ça fait bientôt 1 an et nous attendons le dépôt de dossier des établissements qui sont candidats. Et la deuxième chose, le CNDT ne se limite pas au rein parce qu'on a des transplantations d'organes, des greffes de tissus. Pour les tissus, c'est surtout la cornée. Nous avons également élaboré, parce que pour la cornée, il faut un décret et un arrêté qui organise également l'attribution, l'octroi d'agrément. Et également, le décret est prêt, il est dans le circuit, on l'a déposé cette semaine au niveau du ministère, donc ça va sur son cours normal. Donc il y a des structures qui ont déjà déposé leur candidature alors. Par contre, à ce jour, nous n'avons pas encore eu ce qu'on a prévu à partir de la semaine prochaine. Non seulement nous n'allons pas nous limiter aux lettres de rappel, nous allons déplacer, rencontrer les directeurs des hôpitaux. Parce que le référentiel, c'est quand même assez exigeant, parce que voilà, il faut quand même remplir des conditions en termes de ressources humaines, en termes d'infrastructures. Donc, je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau par rapport à ce référentiel. Parce que ce qui va se passer, ils vont déposer un dossier. Nous avons une liste d'évaluateurs externes qui sont formés à ce référentiel, qui vont aller sur place, évaluer les hôpitaux, voir la conformité entre ce qui est déclaré et ce qui existe réellement, produire un rapport, et sur la base duquel nous allons donner notre avis de lever octroi d'agrément ou compléter cela. Et ça, nous allons rencontrer les différents hôpitaux, en tout cas d'abord le Dakar, à partir de la semaine prochaine, et puis éventuellement les hôpitaux des régions qui se seront manifestés pour après un peu mieux discuter avec eux, voir un peu quelles sont les difficultés, quels sont les apports qu'on peut faire à ce niveau. Mais à ce jour, aucun hôpital n'a encore déposé de dossier de candidature. Alors, professeur, pourquoi, selon vous, le don d'organes et la transplantation tardent à être effectifs au Sénégal? Parce que le don d'organes, vous savez, l'intérêt du don d'organes, non seulement il faut soulager les populations, c'est vrai, les dialysés, qui souffrent beaucoup parce que voilà, c'est déjà l'activité de la dialyse, même s'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Mais c'est quand même un don c'est un donneur vivant. Donc il faut s'entourer du maximum de sécurité et de garanties. C'est pourquoi dans le référentiel, il y a quand même beaucoup d'exigences en termes de ressources humaines. Il ne suffit pas de dire que j'ai des ressources humaines qualifiées, il faut le prouver. Il ne suffit pas de dire que j'ai des blocs, j'ai ceci, cela, c'est vrai, il faut donner mais les gens vont aller voir, parce que le risque zéro, on ne peut pas dire, mais vraiment c'est comme la transplantation avec donneur vivant, c'est comme, voilà, il faut qu'on soit proche du risque zéro ou qu'on soit à risque zéro. Donc c'est extrêmement important et je pense que les hôpitaux sont en train de se mettre à niveau. Et puis, la deuxième chose qui a vraiment peut-être impacté négativement le déroulement normal du programme, c'est également la Covid. Les hôpitaux actuellement sont submergés par la prise en charge des cas de Covid, donc qui a mobilisé énormément de ressources. Donc tout ça fait que je pense qu'il y a une rapport au démarrage, mais nous osons espérer que avec le début de la vaccination, le fléchissement de la pandémie, nous osons espérer que d'ici peu on aura les dépôts, surtout que nous avons une audience avec son excellence Monsieur le Président de la République, avec l'appui du ministre de la Santé en août. Et vraiment, la volonté des autorités, c'était de démarrer la transplantation au courant 2021. Et donc, nous espérons que voilà, toutes les mesures vont être prises pour que cela puisse se faire dans le plus grand bonheur de tous nos malades. Professeur Farika, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil national du don et de la transplantation. Issonia. 12h46 dans nos studios, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Deuil national ce jeudi, les drapeaux en berne en hommage aux victimes des récentes violences, plus d'une dizaine de morts.
3 à Bignona. La ville a inhumé ses enfants. La tristesse demeure. Après les prières, les discours et les promesses, le chef de l'État doit poser des actes concrets, accélérer le processus d'indemnisation, dissoudre ce gouvernement qui a échoué dans la gestion de cette crise. Proposition du professeur en droit constitutionnel Mohamed Ngouda Mboup, vous l'avez entendu dans cette édition. Fin ce 19 mars de l'état de catastrophe sanitaire à Dakar et Thiès. Les restrictions seront levées alors que la pandémie progresse toujours. 6 décès supplémentaires, 176 nouvelles contaminations enregistrées et un relâchement généralisé dans le respect des gestes barrières. Vous avez suivi le reportage de Ismaël Marcel Colli dans cette édition. Nous sommes également revenus sur la célébration aujourd'hui de la journée mondiale du rein. Le taux de prévalence est de 4,9% au Sénégal, alors que l'hôpital Aristide Le Dantec a lui seul dénombre 1000 nouveaux cas chaque année, avec un taux de létalité qui avoisine les 60%. Le Sénégal qui doit démarrer la transplantation cette année, selon le professeur Farika, président du Conseil national du don et de la transplantation. Il était l'invité de cette édition. Nous avons également abordé les préparatifs de la prochaine campagne agricole. 60 milliards de francs CFA dégagés. Le ministère de l'Agriculture et de l'Équipement rural relève donc une anticipation de 2 mois. Cela augure d'une bonne campagne, selon le professeur Moussa Baldé. Vous l'avez entendu dans 12 heures mise en onde par Hassan Thioune. Merci de l'avoir suivi. Le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme.